Voici la carte militaire du 19 mai 2025 et avant qu'on parle du front en lui-même, une fois n'est pas coutume, on va parler d'un autre événement qui s'est passé dans la mer Baltique. Alors un événement intéressant, ça a fait couler un peu d'encre, donc c'est pour ça que j'en parle. Alors évidemment, c'est pas directement lié à la guerre en Ukraine, mais on va dire indirectement puisqu'on va parler du tanker Jaguar qui a été arraisonné illégalement dans des eaux internationales, tanker qui se dirigeait vers le port de Primorsk, donc le port russe. Alors voici sa position exacte au moment où il a été arrêté, car on a les latitudes et la longitude, hein, tout ça a été filmé, répertorié par l'OMI, donc l'Organisation maritime internationale. Tout a été enregistré par l'OMI. Donc on a absolument tout ce qu'il faut concernant les événements qui se sont passés. Donc très vite, le tanker Jaguar battant pavillon gabonais a été illégalement arraisonné donc, par un navire militaire estonien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc le tanker a refusé de suivre les injonctions du bateau militaire estonien qui voulait que le bateau aille dans les eaux estoniennes pour pouvoir vraiment complètement la raisonner et l'immobiliser. Et le tanker a refusé, ça s'est envenimé et au final un Sukhoi 35S est venu et effectivement, pendant moins d'une minute, ce Sukhoi 35S a évolué dans la zone estonienne. Bon, après, ça s'est arrêté et ça s'est fini comme ça. Le tanker a pu arriver à bon port. Donc, il faut savoir que on parle de flotte fantôme. C'est un terme péjoratif inventé par les Occidentaux. Mais je rappelle que les flottes russes on leur interdit de s'assurer via les assureurs occidentaux. On va dire à 95%, c'est la Lloyd of London qui assure les bateaux occidentaux, quoi, les bateaux type tanker et autres, mais surtout les tankers. Et donc évidemment déjà on empêche la Russie de s'assurer via les assureurs occidentaux. Donc ce qui rend beaucoup plus difficile pour les tankers russes d'avoir une assurance déjà et d'une. Cela dit, évidemment, il n'est pas obligatoire d'avoir une assurance à la Lloyd pour être dans l'illégalité. Surtout quand les tankers naviguent en eau internationale. On ne peut pas arrêter un tanker dans les eaux internationales comme ça. Il faut des raisons très puissantes et même une injonction de l'ONU pour pouvoir faire ça. Voilà, bon, je m'arrête là. On va regarder les articles et même une petite vidéo concernant cette affaire-là. Ce sera plus clair pour vous. 200 000 barils. Et là, le pétrolier était dans la zone exclusive. Donc, c'est une zone exclusive, effectivement. C'est l'Estonie, hein, me semble-t-il. Estonie. Mais dans ces zones exclusives, la liberté de navigation est totale. Elle est exactement comme en haute mer. Ce qui est beaucoup plus préoccupant, effectivement, c'est si cet avion a réellement violé l'espace aérien, c'est-à-dire est entré dans les 12 000 au large des côtes estoniennes. Ils l'ont abattu. Quand même, il faut, dans votre récit, en tout cas, clairement, c'est la tentative par l'armée estonienne d'arraisonner en haute mer, en fait, voilà, dans des zones internationales, un navire. Vous n'avez pas le droit d'aller arraisonner les bateaux au-delà des 12 000 des côtes. Sauf si vous avez une mission de l'ONU, ce qui n'est évidemment pas le cas de l'Estonie. Et donc, après cet acte un peu comme ça illégal de force, eh bien les Russes ne sont pas effectivement privés de réagir en envoyant un avion violer l'espace aérien. Alors là, aussi étonnant que cela puisse paraître, Eurasia Daily confirme les dires de LCI. Comme on le voit ici, le pétrolier Jaguar que la marine estonienne tentait de forcer à pénétrer dans les eaux territoriales du pays. Donc là, ça veut dire que le pétrolier Jaguar qui battait pavillon gabonais
a été forcé par la marine estonienne de sortir des eaux internationales pour les forcer à entrer dans les eaux estoniennes. C'est ce qui est marqué là et c'est ce qui est redit ici. Les autorités estoniennes tentant de le contraindre à changer de cap et à pénétrer dans les eaux territoriales du pays. Voilà. Mais attendez, c'est pas fini parce qu'on apprend que c'était pour contrôler à la base le tanker qui n'avait pas affiché de nationalité. Alors là, je passe immédiatement à un autre article, toujours de AD, qui nous dit « La marine estonienne a tenté d'intercepter le pétrolier Jaguar battant pavillon gabonais dans les eaux internationales du golfe de Finlande à destination du port de Primorsk. L'information a été rapportée par la chaîne de télévision Military Observer. » Alors bon, là on a précédemment les Estoniens qui nous disent que le Jaguar ne battait aucun pavillon. Là on nous dit qu'il battait pavillon gabonais, donc on ne sait trop quoi penser. Mais en tous les cas, là c'est bien dit très clairement que c'était dans les eaux internationales du golfe de Finlande à destination du port de Primorsk. On ne saurait être plus clair. Alors une autre information que j'ai lue, c'était que le tanker Jaguar, à un moment donné, évoluait dans la zone exclusive économique, la ZEE. Mais bon, moi, d'après ce que j'ai compris, ça change strictement rien, que ça soit une ZEE ou les eaux internationales. De toute manière, dans les deux cas, la marine estonienne n'avait pas le droit d'arraisonner le tanker pour le forcer à aller dans les eaux estoniennes. Dans tous les cas, il n'en avait pas le droit. Alors attendez, c'est pas fini. Alors juste pour avoir différentes sources, là on a la Tribune qui parle de cet événement-là et qui dit « Un porte-parole des forces de défense estoniennes a précisé que le navire naviguait dans les eaux internationales entre la Finlande et l'Estonie et avait délibérément ignoré les demandes de modification de sa trajectoire. » Et enfin, un dernier article, cette fois d'un média estonien. Ici, un grand site de la radio estonienne qui nous dit « L'échec de l'opération de ravitaillement de la flotte fantôme estonienne révèle des lacunes. Il était prévu d'aborder le Jaguar, mais l'opération a été annulée à mi-chemin », a déclaré le commandant Juri Saska, ancien commandant de longue date de la marine estonienne. « L'abordage était bel et bien prévu, mais il a été réévalué à la hâte, a-t-il expliqué. Il a été jugé soit irréalisable, soit déraisonnable. Comparé à la dernière fois où nous avons réussi à guider un pétrolier jusqu'à l'ancre dans nos eaux. Notez cela. C'est encore une fois, là on parle d'amener un bateau qui n'est pas dans leurs eaux, justement à les amener dans leurs eaux à eux, à l'Estonie. C'est ça que ça veut dire, même si c'est un petit peu indirect. Et donc là, par rapport à la dernière fois, cela ne s'était pas aussi bien passé. Donc si les choses ne se passent pas comme prévu, nous opérons dans un environnement international, dans les eaux internationales, et non sur le territoire estonien, a expliqué l'ancien commandant de la marine. Et le cadre juridique est quelque peu différent là-bas. La prise de décision pour des processus ou des actions comme celle-ci, je l'espère, doit absolument se faire au niveau politique et non au commandant de la marine ou au commandant des forces de défense estoniennes. Vous voyez la lacune là que Saska a relevé, qui est un ancien commandant de la marine estonienne, est fort claire. Donc là, étant donné que c'était dans les eaux internationales et que évidemment la prise de décision est différente, voilà, et ça doit absolument se faire au niveau politique. Et non comme ce fut le cas là d'un commandant de la marine qui a décidé tout seul. Voilà, donc tout cela est très très intéressant et montre que l'Estonie devrait faire attention parce que là, Saska le dit, même si je ne l'ai pas entouré de jaune, il a peur que la marine estonienne devienne un bouc émissaire à cause de cet incident et que le public comprenne clairement qui prend les décisions et quelles sont les capacités actuelles de l'Estonie
pour mener de telles opérations. Donc lui, il met en garde sur plusieurs points et pour révéler les lacunes de la gestion de la flotte fantôme, entre guillemets, qui passe proche de l'Estonie. Donc tout ça est très intéressant et cela démontre l'état obsessionnel de l'Estonie, mais pas que, il n'y a pas que les pays baltes, il y a aussi le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, quant à une guerre voulue, désirée de manière presque obsessionnelle avec la Russie. Eux, ce qu'ils veulent et ce qu'ils cherchent, c'est pousser la Russie à bout pour qu'elle commette un acte agressif et afin d'utiliser le prétexte d'un casus belli pour entamer une guerre avec la Russie. C'est leur obsession à tous ces pays-là. Ils feront tout pour, ils essaieront absolument tout pour arriver à ce résultat-là. Il faut espérer qu'ils échoueront toujours. Alors on va commencer par les frappes générales en Ukraine. Au 17 mai, il y a eu une frappe absolument énorme de la part des Russes, car d'après le gouvernement ukrainien, 273 drones ont été envoyés dans la région de Kiev, de Dnipropetrovsk et de Donetsk ici. Alors ce sont les dires du gouvernement ukrainien. Le gouvernement ukrainien précise aussi qu'ils ont arrêté 88 drones sur les 273 et que sur ces 273 drones, une partie était des leurs, des drones leurs. Et le gouvernement ukrainien ajoute que cette attaque massive de drones dans ces trois régions, attention, là les épingles, c'est pas l'endroit exact où ont été envoyés les drones, c'est juste pour représenter la région. Ils ont été envoyés dans la région Kiev, Dnipropetrovsk et Donetsk, c'est tout. Donc le gouvernement ukrainien, disais-je, prétend que cette attaque extrêmement massive des Russes a été faite dans le but non pas de détruire vraiment, mais plutôt d'épuiser les systèmes antiaériens ukrainiens. Ce sont les dires, encore une fois, de Kiev, tout cela. Alors, dans l'oblast de Kherson, il ne s'est rien passé et apparemment, les rumeurs qui étaient fortes du gouvernement ukrainien qui disait que les Russes étaient en train de préparer la traversée du Dniepr avec environ 300 bateaux. Tout ça ne se réalise pas. Pour l'instant, je ne vois rien côté blogueur russe qui ne parle de cela, donc nous verrons bien. Toujours côté blogueur russe, moi j'entends une rumeur persistante comme quoi s'il y a une grande offensive russe, elle serait ici. Elle serait lancée ici. Alors c'est ce que certains blogueurs russes disent, à prendre avec de grosses pincettes, de grosses pincettes, parce que moi, comme je l'ai dit depuis des mois ici et sur GPTV aussi, moi je ne crois pas aux grandes offensives. Pour moi, il n'y aura pas de grande offensive russe, tout du moins en un point, c'est-à-dire avec une seule armée, pour la bonne et simple raison que faire une grande offensive avec une seule armée, ben, ça se voit comme le nez au milieu de la figure et ça donne une armée en réalité qui est très vulnérable, qui peut être la cible très facile de drones, de missiles, d'artillerie, etc. Donc je ne crois pas à ces rumeurs-là. Je vous l'ai dit parce que bon, c'est ce que je lis, mais personnellement je n'y crois pas. Là où il se passe le plus de choses, comme d'habitude, c'est dans l'oblast de Donetsk. Là, on peut voir qu'il y a eu une prise de ville. Vilniepolé a été prise par les Russes. Donc, c'est juste au sud de la mine de lithium de Shevchenko, comme vous pouvez le voir. Et là, il s'approche très très près maintenant de la frontière de l'oblast. Là, c'est l'oblast de Dnipropetrovsk, ici. Donc, ils s'en approchent, les Russes. Là, il y a une grosse avancée russe. Ils ont pu prendre Bagatyr, ici. Donc, pareil, ça s'approche, ça grignote.
perpétuellement. Là, il y a une ville qui va bientôt être prise, une avancée ici. Là, les Russes risquent de faire un doublé. Donc deux villes d'un coup, hein. Donc on parle là d'un endroit qui est au sud-ouest de Paklovsk. Paklovsk qui est, je le répète chaque semaine, est l'endroit le plus important du front. Alors moi, mais ça ne reste que mon avis, je pense que là les Russes vont prendre Paklovsk en tenaille plutôt que de faire une attaque frontale comme ça, d'après ce que je comprends des rapports militaires russes. La semaine dernière, il y avait une avancée comme ça énorme des Russes, mais ils n'ont pas consolidé. Ils ont défoncé l'armée ukrainienne, ils sont retournés ici. Donc ils n'ont pas consolidé. C'est pour ça que une avancée comme ça, c'est très rare que ça soit gardé. C'est possible, hein, puisqu'ils l'ont fait sur Tchassivial. Mais voilà, là sur Paklovsk, c'est là où il y a le plus de troupes ukrainiennes. Là, Paklovsk est beaucoup trop important pour les Ukrainiens. Donc je pense qu'il y aura une prise en tenaille comme ça, avec les flèches stratégiques, vous voyez là. Cela ne reste que mon avis. Là, il y a une grosse avancée russe ici, très importante, et ils se sont arrêtés à la route principale. Évidemment, c'est pour couper l'approvisionnement côté est de Paklovsk. Là, il y a une avancée vraiment énorme. Alors énorme, vous voyez un peu sur la distance là. Vous voyez la distance, une avancée énorme, énorme. Et là, ils ont piqué sur Zoria ici. Voilà, donc on va voir s'ils arrivent à prendre cette ville. En tous les cas, avancée énorme. Mais attendez, c'est pas fini. Regardez l'avancée qu'il y a eu là. Voilà, juste à gauche de Toretsk. Vous voyez les avancées, des avancées. Regardez en fait sur toute cette longueur là. Je rappelle que les pointillés, c'est les lignes de la semaine dernière, hein, du front. Donc vous voyez les avancées, c'est impressionnant. Donc là sur Toretsk, bon bah il y a rien ne s'est passé vraiment d'important. Tchassivial, alors j'avais mis un rond bleu avec des flèches bleues pour montrer qu'il y a énormément de troupes qui sont envoyées pour protéger Tchassivial. Hein, comme je le répète chaque semaine, Tchassivial est le plus grand verrou du front. C'est le second endroit le plus important du front. Donc là, ils envoient toujours des troupes. C'est pour ça que j'ai laissé beaucoup de troupes. C'est pour ça que les Russes n'avancent pas plus. Parce qu'ils veulent protéger absolument, quoi. Les Ukrainiens veulent absolument protéger Kramatorsk, évidemment, grande ville, et Slaviansk, bien sûr. Donc à part ça, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Là, j'ai mis une flèche parce que là, les Russes veulent prendre cette ville-là. Pour, d'après ce que moi j'ai lu des rapports russes, apparemment... cet endroit-là, cette région-là, très importante, Kramatorsk et Slaviansk, vont être pris de plusieurs côtés, hein, par le sud, par le côté est, d'après ce que j'ai compris, et par le côté nord, d'où les flèches stratégiques que je vous avais dessinées là. Sur Siversk, même là, pas grand-chose, mais ici, oui. Là, Tolskiy a été prise, une avancée importante, et ce qui montre décidément que, oui, l'avancée russe se passera bien comme ça, hein. Et évidemment là la prochaine étape, ce ne sera pas Slaviansk, hein, ce sera Krasny Liman, bien sûr, ici. Là il ne s'est rien passé d'important. Sur Kupiansk, rien non plus. L'extrême nord, rien non plus. Lipchi-Vovchansk sur Kharkov, rien non plus. Et sur Soumy ici, rien non plus. Alors là, j'ai laissé exprès les tentatives de la semaine dernière, mais évidemment, les tentatives ukrainiennes, mais elles n'ont plus cours. Bien sûr, hein, tout ça, c'était la semaine dernière. Je les ai laissés pour, voilà, sur Belgorod aussi, la tentative de pénétrer de Belgorod, tentative désespérée de la semaine dernière des Ukrainiens d'aller dans Belgorod et dans le nord ici sur Tekkino.
Voilà, mais je l'avais laissé juste pour référence. En tous les cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette carte militaire de l'Ukraine avec, une fois n'est pas coutume, une longue introduction concernant l'événement de la Baltique ici. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue et toujours, soyez curieux.